télévision, avant l'interruption, je demandais la question à monsieur Guillaume Le Floïc. C'est ça. C'est un nom très breton. C'est tout à fait breton. Vous êtes breton? Tout à fait. Bien. Maintenant, je vais revenir, je vais aller pas à pas. Vous avez parlé de tous les animaux que vous aviez parlé, les éléphants de forêt, le buffle de forêt, des bonobos et tout ce qu'il y en a là-bas. Maintenant, les bonobos, c'est en RDC. C'est en RDC. Uniquement en RDC. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'ocapi là-bas? L'ocapi en RDC également. Uniquement en RDC. Et encore dans des zones vraiment restreintes. Hein. Vraiment restreintes. Très menacées aussi. Très menacées. J'espère que les rebelles FDLR et le M23 n'ont pas tout décimé. Bon. Bon. Ça saurait tarder. Voilà. Revenons chez nous au Congo. Je voudrais vous poser une question. Il y a un autre animal, le crocodile, on appelle ça le ngoki. Oui. Dites-nous, là-bas au parc, il y en a les ngoki aussi. Il y a 3 espèces de crocodiles. Oui. Il y a le crocodile nain. Alors celui-là est souvent consommé d'ailleurs. Ouais. C'est pas rare qu'on les voit sur les Jakarta attachés carrément. Oui. Parce qu'ils sont souvent dans les flaques, alors les gens n'ont qu'à les attraper et puis... On les tue directement. Non, ils les transportent vivants. Hein. Ils les transportent vivants. Ensuite, il va y avoir le long museau, hein, qui est pas trop gros, qui mange beaucoup de poissons, hein, uniquement du poisson, qui peut atteindre les 2 mètres. 2 mètres, c'est quand même costaud. Oui, mais par rapport au dernier, le crocodile du Nil, qui peut atteindre les 3 mètres, 4 mètres, voire peut-être plus. Il y a le crocodile du Nil ici. Il y est. Il y est. Mais je pense même qu'il est dans le Congo, hein. Ça, dans la rivière Congo, hein, j'entends le fleuve Congo. Je pense bien qu'il y a le crocodile là-bas. Mais en tout cas, à Odzala, il y en a. Donc, la Mambili se jetant plus loin dans le Congo, dans l'intermédiaire d'autres rivières, il doit bien en avoir. Et est-ce que les ngoki ou les crocodiles, que ce soit le crocodile long museau, le crocodile nain et le crocodile du Nil, sont des espèces endémiques ou en danger? Alors, endémique, ça signifie qu'elle a une aire de répartition très restreinte. Ça veut dire qu'on ne la trouve que là. C'est le cas notamment de l'ocapi et du bonobo, parce qu'ils sont seulement en RDC. En ce qui concerne au Gabon, par exemple, il y a une espèce de singe dont on ne parle pas, qui est le cercopithèque à queue de soleil. C'est un singe qui a une queue dorée et qui se trouve seulement dans une toute petite partie du Gabon. Il est assez dense ici, donc quand les gens le voient, se disent qu'il est très nombreux. Mais en dehors de ça, il n'y est pas. Donc c'est ça les espèces endémiques. Pour le crocodile du Nil, long museau et nain, on les trouve aussi dans les pays voisins. Donc ils ne sont pas endémiques. Par contre, en danger, ils le sont, comme à peu près toutes les espèces finalement. Ils sont en danger. Et ce sont des espèces protégées également. Donc on doit en conseiller aux gens d'arrêter de manger le ngoki alors? On doit leur conseiller d'arrêter de le chasser avant tout. De chasser le ngoki. Voilà. Et donc la demande devrait aussi diminuer pour diminuer la chasse. Mais comment vous, les experts, avec le ministère de l'économie forestière, qu'est-ce que vous pouviez faire pour décourager les gens qui consomment le ngoki, le singe et tous les animaux de brousse? Parce qu'en consommant ça, ça va finir un jour. Alors est-ce que vous avez un plan comme ça? Alors là, c'est vraiment une stratégie qui est difficile et qui doit se faire vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que les populations qui sont là-haut doivent à la fois ne plus avoir envie de chasser pour vendre, parce que ça devient de plus en plus difficile de vendre, soit la demande diminue. Donc il y a également un gros travail aussi à faire ici à Brazzaville, qui est l'une des principales, si ce n'est pas la première ville au Congo qui consomme la viande en général, la viande de brousse. Vous savez que la viande de brousse en Afrique centrale, c'est 1 million de tonnes, si je ne me trompe pas, entre 1 million et 1,4 million de tonnes consommées, qui est amené, donc qui est consommé. Ça, c'est ce qu'on peut compter. Donc, si en espèce, ça veut dire que les gardes forêt ou les éco-gardes là ne font pas le travail. Alors, c'est difficile de dire ça, parce que des éco-gardes, nous, par le passé, c'est-à-dire avant le dernier recrutement, ils étaient une 50aine, si je ne m'abuse. Maintenant, ils sont passés à peu près 80, 70, 80. Et on souhaite les faire monter à 100. Vous savez que les gens doivent se reposer. Donc le système de rotation que l'on a pour que les gens aillent faire des patrouilles dans le parc, il y a 2 types de patrouilles. Il y a les patrouilles dans le parc, il y a les sites, un petit peu les points chauds dans le parc aussi où les éco-gardes vont tourner. Et il y a aussi des postes de contrôle sur la route. Donc c'est à peu près ça la stratégie qui est mise en place. Seulement, vous avez des gens qui doivent travailler pendant 11 jours ou 20 jours selon là où ils vont. Derrière, ils doivent se reposer. Il y a des informations qui circulent très très vite. Lorsque les éco-gardes ressortent, les braconniers rentrent.
Alors c'est pour ça qu'au maximum, on essaye de faire, quand une équipe sort, une autre équipe rentre. Mais le parc est vaste, c'est 13 000 km². C'est pas difficile pour quelqu'un de rentrer. Et pour retrouver un braconnier, vous savez que les braconniers, c'est les plus grands forestiers. Donc pour les retrouver en forêt, c'est pas évident. Donc eux, ils sont peut-être là à vous regarder, mais vous ne savez pas qu'ils sont là. Alors, j'exagère un petit peu parce que les éco-gardes aussi sont très bons. Et il y en a notamment qui ont été recrutés parce que c'était des gros braconniers, donc qui sont vraiment très bons. Moi, je suis fier aussi d'avoir réussi à recruter des personnes qui sont extrêmement bonnes en forêt. Même si elles étaient des braconniers, on peut leur pardonner. Et puis là, ils font vraiment du bon boulot. Donc, c'est difficile de pouvoir arrêter tout le monde, toutes les personnes qui rentrent dans le parc. Il y en a qui se sont fait arrêter. Mais c'est en fait davantage facile, finalement, de les attraper une fois qu'ils sont rentrés dans leur village. Dans leur village, c'est ce que vous faites. Mais maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème conflictuel qui existe là-bas. On a eu à chasser la direction que vous faites partie. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors... Et on a même tiré sur quelqu'un, là, je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est dans les Virunga. En fait, il faut replacer, voilà, RDC. Oui. Il faut replacer, c'est vrai, là, ce qui nous est arrivé, malheureusement, dans un contexte un peu plus global, où la conservation, elle arrive vraiment à un carrefour. C'est un peu comme les changements climatiques. Soit on fait quelque chose, soit on ne fait rien. Et globalement, vous avez dans les Virunga, alors je ne sais plus qui exactement, si ce n'est le directeur du parc. C'est le directeur du parc, voilà. Oui. Quelqu'un a tiré sur lui. Pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais ça n'empêche que c'est des personnes qui deviennent visées par des bandits. Moi j'appelle ça des bandits, des personnes qui tirent sur une autre. Ouais. Et ce qui nous s'est passé, alors les gens ne vous diront pas que, évidemment, qu'on a chassé la direction. Oui. Ce qui est certain, c'est que mon collègue, qui était le chef de la lutte anti-braconnage, qu'il est encore d'ailleurs, a été chassé. A été forcé de quitter de nuit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est le chef des anti-braconniers et peut-être il a mis une stratégie pour lutter contre les braconniers, oui, qu'on a donc décidé que c'est un fauteur de troubles, on a cherché dans le chasser? Alors, ça semble en fait assez évident. Mon collègue, pour donner quelques chiffres, il y a eu une saisie notamment qui a été importante. Là, le nombre d'ivoire qui a été saisi atteint les 400 kilos. C'est déjà pas mal. 400 kilos d'ivoire saisis. Sur les 400 kilos, il y a une personne qui vient de Mbomo, là où le quartier général, historiquement, a toujours été. Et là où donc les gens de Mbomo, c'est les grands braconniers. Voilà. Donc, cette personne-là avait 48 kilos d'ivoire. Elle a été arrêtée avec 48 kilos d'ivoire. Ça veut dire plus d'un dixième de la saisie. Vous connaissez le nom de ce chef braconnier là? Oui. On peut dire son nom? Oui, son nom, vous pouvez dire pas. Ghislain Gounjo. Ghislain Gounjo, le grand braconnier de Bomo. Voilà, celui qui se fait appeler Pépito. Ça a été médiatisé. Oui. Et qui se fait aussi appeler l'État. Et en fait, cette personne-là a été condamnée Pourquoi il s'est fait appeler l'État? Parce que l'État, pendant des années, en toute impunité, il faisait son braconnage, il organisait son braconnage. C'était ni plus ni moins que le baron du braconnage, Mbomo, qui détenait aussi des armes, évidemment. Un peu le Pablo Escobar du coin. Tout à fait. Voilà. Si on peut. La moustache en moins, je crois. Et il n'a pas de moustache, lui? Je ne crois pas. Pas comme Pablo. Bon, mais je voudrais poser ce Pépito-là. Est-ce que vous ne pensez pas que Pépito, se donnant les noms de Pépito ou les noms de l'État, il bénéficie de la complicité des gens du coin, des puissantes personnes du coin? Alors, de là à dire les puissants, qu'est-ce que c'est les puissants? Ce qui est sûr, c'est qu'un groupement déjà de personnes, c'est-à-dire de braconniers organisés, moi je les vois déjà comme des gens qui peuvent être puissants. Cette personne-là, depuis la maison d'arrêt de Brazzaville, où il se trouve, pour 5 ans, avait réussi à organiser qu'une attaque s'organise justement pour attaquer le magasin d'armes. Et ça, c'était dans le passé. Excusez-moi, il est en prison à Brazzaville, à la maison d'arrêt. Oui, à la maison d'arrêt. Et dès la maison d'arrêt, il commandite l'attaque de la maison d'armes. C'est ce qu'on suppose, puisque ce sont ces travailleurs, si on veut, qui avaient menacé d'attaquer le magasin d'armes. Donc la menace a été prise au sérieux, donc ça remonte à l'année dernière. Et il avait été demandé à la direction de renforcer le magasin d'armes ainsi que le toit pour éviter que quelqu'un ne rentre. Donc ça a été pris au sérieux à ce moment-là. Donc c'est sûr que cette personne-là, puisqu'elle était à Mbomo, puisque beaucoup de gens étaient impliqués aussi avec lui,
c'est sûr qu'il a un gros pouvoir pour influencer ce genre de manifestation. Est-ce que Pépito est toujours en prison à Brazzaville? Il y est toujours. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on a voulu chasser le chef anti-braconnage, qui est votre collègue, peut être commandité encore depuis Brazzaville, dans les prisons de Brazzaville, par Pépito? Vous ne soupçonnez pas ça? Alors, bon, moi, pour mon niveau, vous avez dit que j'étais à la recherche, la conservation, donc ce que je pense, c'est des petites choses. Mais il y a un point qui est vraiment important, c'est que pendant très longtemps, mon collègue a été menacé. Ayant arrêté cette personne-là, l'ayant mis pour 5 ans en prison, ça a dû faire peur aux autres. Ça a dû les énerver. Donc, est-ce que c'est lui-même encore qui attise, ou alors il est simplement juste un petit, un stimulant, ou si c'est lui-même qui organise? Ça, moi, je peux pas le dire, évidemment, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce sont les gens qui travaillaient avec lui qui ont été menaçants pendant des mois. Il y a eu des menaces de mort pendant longtemps. Et il est où votre collègue, actuellement? Alors lui, suite à l'attaque du 11 avril, ça commence déjà à dater, 150 personnes, on estime environ, puisque tout ça, ça nous a vraiment choqués, environ 150 personnes, surtout des gens de 15 à 35 ans, avec des personnes qu'on connaît, des travailleurs, des anciens travailleurs, des braconniers connus, qui ont envahi le quartier général, qui ont balancé la barrière, qui sont rentrés en proférant des insultes à mon collègue. Ces gens-là ont forcé mon collègue à partir en pleine nuit. Donc au début, ils voulaient le faire partir. Lui, il a dit « Ok, je vais partir, je vais prendre la piste d'avion qui, en gros, vous allez à droite, vous rentrez dans le parc. » Il prenait l'avion, il partait. Parce que vu comment l'attaque commençait à dégénérer, il a dit « Maintenant, il faut que je prenne une décision, parce que sinon, les gens... » Et c'était quand l'attaque? Le 11 avril. Oui. Ça commence déjà un petit peu à dater. Et donc, il a été forcé à quitter. Il est parti finalement dans la voiture du sous-préfet et par Mbomo. Parce que lui, il voulait surtout pas rentrer par Mbomo. Parce que la manière que les gens ont attaqué, il voulait sa mort. C'était des gens qui étaient en grand nombre, qui étaient sous. Visiblement, c'était bien organisé, bien planifié, et on a bien réussi à voir qui étaient les agitateurs. Et les agitateurs venaient tout en Mbomo? Ah oui. Alors oui. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, oui, qui sont de Mais Mbomo. Pourquoi les gens de Mbomo, qui sont aussi limitrophes du parc, ne voudraient pas que ce parc existe? Pourquoi ils ne voudront pas? C'est assez complexe. Il y a un fait qui est assez marquant lors d'une réunion. Alors, vous voyez, à Mbomo, il y a eu beaucoup de gens qui ont été recrutés qui viennent d'ailleurs. C'est ce dont la lettre fait référence, ce à quoi la lettre fait référence, pardon. Et donc, il y a des gens de la Sangha qui sont ici. Ces gens-là nous ont attirés, nous ont porté à l'oreille qu'ils étaient menacés. On a organisé une réunion pour les écouter. À l'issue de cette réunion, on est allé voir le sous-préfet qui nous a garanti qu'ils seraient en sécurité. Finalement, les menaces, les gens étaient menacés, les familles étaient menacées, les éco-gardes, lorsqu'ils vivent dans le village et qu'ils partent en mission, il y a des gens qui vivent à côté, ça peut être des braconniers. Donc c'est pas évident de travailler dans ces conditions-là pour que ce soit même les gens de Mbomo, il faut pas mettre tous les gens de Mbomo dans le même panier, mais ça n'empêche que c'est la jeunesse de Mbomo qui a organisé cette attaque-là. Maintenant, pour les gens de la Sangha, ils sont dans Mbomo, ils travaillent dans Mbomo, et ils sont menacés. Ça, c'était une évidence, eux-mêmes l'ont dit. Et à la suite, le jour même de l'attaque, plusieurs nous ont dit, nous, on quitte. Et c'est pour ça que dès le lendemain que mon collègue a dû partir de force, dès le lendemain, les gens se sont réfugiés, regroupés, réfugiés dans le quartier général, et ont demandé à ce qu'on puisse les faire sortir de Mbomo, pour les mettre en sécurité. Nous-mêmes, on a dû se mettre en sécurité. Et donc c'est là qu'à partir du 13 et du 14... Donc vous êtes là un homme votre vie en danger alors? À partir du moment où j'ai été agressé par une personne que l'on connaît à plusieurs reprises, bousculé, alors évidemment, j'en suis pas mort, heureusement, mais ça n'empêche que, puisque j'ai été agressé par cette personne... Et qu'est-ce que les autorités ont fait? Parce que vous êtes là, vous nous aidez à protéger notre forêt, et la faune et la flore, à vous agresser, donc c'est pourquoi vous êtes à Brazzaville, vous avez fait un repli sur Brazzaville. Alors, non, le repli, il n'y a pas de repli à Brazzaville. Le parc est encore occupé. Le parc, les équipes, des co-gardes, des communitaires sont encore
en mission dans le parc. Exception faite de certains travailleurs qui veulent encore imposer leurs conditions. Et pour simplifier, il y a 2 embarcadères différents, 2 zones d'entrée dans le parc. Les gens veulent forcer que la zone d'entrée que nous allons continuer à garder, qui était celle-là depuis Mbomo, qui s'appelle Mboko. C'est-à-dire qu'on doit partir à Mboko. Les gens imposent ça. Moi je leur dis non, c'est pas possible. On va partir par le sud, c'est-à-dire pas très loin de Makwa en fait. Il y a une zone d'entrée par la Mambili qui est la rivière. On peut rentrer dans le cœur du parc par là. À Makwa. Voilà, près de Makwa. Et donc certains travailleurs refusent de reprendre le travail à nos conditions. Au final, c'est nos conditions. On reste, mine de rien, les chefs, chefs de service. Le service doit obéir aux ordres. Surtout que ce pas des ordres qui sont contraignants, finalement. Mais quoi qu'il en soit, les personnes sont occupées. Moi, j'ai des équipes de chercheurs qui sont là-bas, qui font leur travail sur les gorilles, notamment. Que ce soit pré-Ebola et post-Ebola, ils font un suivi de population pour voir un peu comment la population peut remonter au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment très important pour le parc d'avoir ces recherches-là. Il y a les éco-gardes qui ont suivi notamment la clairière de Mouadjé, qui est l'une des clairières qui a été vraiment très très impactée par les braconniers au cours de toutes les différentes années. Donc non, le parc est occupé. La seule chose qu'il y a, c'est que les personnes, pour se mettre en sécurité, que ce soit la direction ou les travailleurs non ressortissants de Mbomo, ceux-là ont été remis dans leur village. Et on organise maintenant les rotations en récupérant les gens sur la route et on les renvoie par la Mambili, donc par l'entrée près de Makwa, pour rentrer en forêt. Et nous, de façon temporaire, on est à Makwa. Et du coup, ça m'amène à revenir à votre point. Que font les autorités? Jusqu'à présent, pas grand-chose, il faut reconnaître, puisque dès le lendemain, les gens nous disaient « c'est calme ». Alors, c'est assez curieux de comprendre « c'est calme ». Évidemment que c'est calme, puisque leur souhait était de faire partir mon collègue. Une fois qu'il est parti, ils ont eu satisfaction, donc c'était calme. Mais seulement, à la question donc il peut revenir en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Non, évidemment, il ne peut pas revenir. Donc, il y a vraiment un paradoxe sur le fait que c'est calme, et puis il y a beaucoup d'indices qui nous disent que les gens nous disent que c'est calme, mais finalement, il y a beaucoup d'autres choses où les gens disent que c'est pas calme. Est-ce que vous ne voyez pas dans votre analyse, je ne veux pas vous accuser quelqu'un, que les autorités jouent un double jeu? D'un côté, les autorités veulent la protection, mais on a un monsieur qui connaît bien la protection, on veut qu'il parte et les autorités ne disent rien. Il y a une ambiguïté de la part des autorités, non? Non, mais ça c'est clair, c'est clair. Le soir même du 11, le sous-préfet ainsi que les forces publiques étaient alertés qu'une foule enivrée de jeunes qui s'étaient réunis à la Maison de la Jeunesse, qui sont allés voir le sous-préfet, s'apprêtaient à rentrer dans le quartier général pour chasser mon collègue. C'était aussi clair que ça. Il s'est rendu sur place, en civil. Moi, je ne connais pas la législation, en ce qui concerne les tenues et le port de l'arme, etc. Pour moi, ils étaient tous en fonction. Donc pour moi, ils devaient être tous en uniforme. Les forces sont arrivées avec des bâtons et sans tenue. Donc ça veut dire que quand les gens sont arrivés, moi je ne connais pas tous les policiers et tous les gendarmes à l'œil, il y en a certains que je reconnais. Donc, comment je pourrais faire la différence? Vous voulez me dire que les gendarmes sont venus en civil au lieu d'être en uniforme? Voilà. Donc ça c'est la première chose, les gendarmes et les policiers sont venus en civil, le sous-préfet a été complètement dépassé, et dès le lendemain, en fait, il y a des forces de police qui sont venues de Devo et des Tumbi, et de gendarmerie, et qui nous ont demandé, en gros, bon, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez reprendre le travail. Donc nous, on a demandé, de toute façon, on va se replier à Makwa le temps que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé, et en attendant, on demande à ce que les autorités puissent garder le parc. C'est à cette occasion-là qu'ils nous ont demandé même de les payer. Qui vous a demandé? Les autorités demandent que vous les payez? Oui. Pour vous protéger? Oui. Ça, c'est un grand paradoxe, non? C'est un grand paradoxe pour lequel j'ai toujours pas de réponse. De réponse. Donc, sachant que plus tard, on nous dit que 4 c'est pas assez, parce qu'il y a le magasin d'armes qui est toujours là. Nous, on n'allait pas transporter les armes, on n'est pas autorisé à ça. Le magasin d'armes, et là où est aussi l'ivoire, était resté là-bas, l'ivoire saisi était resté là-bas. Donc on nous dit qu'il y a quand même un danger, puisque 4 n'est pas suffisant, il faut mettre 6. Et on nous demande de rallonger encore. Donc tout ça, c'est un peu curieux, et c'est beaucoup de petites choses comme ça qui nous font quand même penser qu'il n'y a pas eu de volonté vraiment importante de nous soutenir. Et ça fait suite aussi à beaucoup de petites choses aussi dans le passé, où il n'y a personne pour le moment à Mbomo qui n'a été arrêté par les forces de l'ordre. Donc là-bas, c'est un peu Médéine, alors à l'époque de Pablo, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut.
Donc si moi j'entends bien, ça veut dire que quelque part même les autorités veulent que le braconnage continue. Alors, moi, je peux pas aller jusque-là. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous ont pas aidés. Quels sont les motifs qui amènent à ce qu'ils n'aident pas? Ça, je ne le maîtrise pas. Voilà. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que les touristes viennent là-bas? Il y a des touristes qui viennent. Alors, pour le moment, c'est l'une de mes fonctions, de développer le tourisme. Là, c'est un de mes objectifs. Vous voyez, c'était un de mes objectifs à partir du mois de juin. On se retrouve aujourd'hui, bientôt on est au mois de mai, bientôt au mois de juin. Vu la situation, puisqu'on est toujours temporairement à Makwa, qu'on est toujours dans une situation difficile, et qu'au lieu d'être là, ce soir, je devais être rentré au camp depuis lequel on devait poser des colliers sur les éléphants, avec toute une équipe, avec des vétérinaires sud-africains qui étaient arrivés déjà sur place, je me retrouve ici. Donc, il y a quand même une perturbation de notre travail. Et tout ça est aussi arrivé du fait qu'on n'a toujours pas trouvé un moyen d'arrêter les gens pour qu'on soit rassuré de revenir à Mbomo. Parce que c'est sûr que tant que les gens n'ont pas été arrêtés, moi je ne pourrais même pas aller boire, si c'est un jus ou si c'est ma bière, dans un petit bar là-bas et que je croise les personnes qui m'ont agressé. Ça ne sera pas possible pour moi, ça ne sera pas possible pour les autres personnes. Et c'est pas possible pour les gens de la Sangha qui disent bien que nous sommes attachés à travailler pour le parc, que ce soit le secteur est, le secteur nord ou à l'intérieur de tout le parc, on ne peut pas se sentir en sécurité de travailler à Mbomo. Voilà, c'est ça que je lis. Nous, agents du parc national d'Ozala-Kokwa, ressortissants du département de la Sangha, informons la direction du parc, PNK, parc national, que suite aux événements survenus dans la journée du 11 avril, à Mbomo, prenons l'engagement formel de ne plus nous rendre à Mbomo compte tenu des menaces tant physiques que verbales qui ont été exercées sur nous. Donc parce qu'ils viennent de la Sangha, voilà. Ils sont persona non grata à Mbomo. Alors ils ont été menacés et certains ont été frappés. Il y a même une femme qui a été frappée, je pense même qu'elle était enceinte. Il y a des gens qui ont été battus. Ce soir-là, il y a quelqu'un qui pouvait mourir parce qu'une dizaine de personnes le frappaient avec des bâtons. D'une violence vraiment très importante. Et heureusement, on a réussi à le sortir. Et le gouvernement, en même temps, veut que les touristes viennent visiter le Congo. Le gouvernement parle de l'écotourisme. Oui. Comment l'écotourisme peut se développer dans ce genre de situation? C'est possible ou pas? Alors, il faut rassurer les gens. Le ministère des Affaires étrangères français a déclaré que Mbomo était devenu une zone rouge, où on n'était pas en sécurité. L'ambassade des États-Unis aussi a interdit aux ressortissants américains de se rendre sur place. Donc, aux ressortissants qui travaillent. Donc, pour les touristes, ça peut, mais ça serait quelque part un peu leur mentir. Et aussi, il faut que les gens, lorsqu'ils viennent, puissent prendre conscience de leur environnement. On ne demande pas à ce que des touristes viennent, voient quelque chose et repartent. C'est pas un bénéfice. On veut vraiment que l'écotourisme soit développé avec une sensibilisation des touristes, que ce soit à la manière dont les gens vivent, que ce soit au braconnage, que ce soit aux espèces, les menaces sur les espèces, l'hygiène, la sécurité, beaucoup de choses, pour que les gens aient une vision globale de la conservation en Afrique. C'est ça qui pourra leur permettre, lorsqu'ils rentrent, de mieux parler.